Tiaroy 44, enquête sur un massacre de Marie-Thomas Pennette et François-Xavier Destor. Un film qui, vous l'avez vu, soulève pas mal de questions sur la façon dont la France gère son passé, l'affronte ou ne l'affronte pas, justement. Pourquoi une transmission juste et objective de l'histoire semble-t-elle si compliquée? Pourquoi faut-il qu'il y ait des camps qui s'opposent et que cela devienne si politique? Eh bien, on va parler de tout cela avec nos invités sur ce plateau. Pascal Banchard, bienvenue. Vous êtes historien, essayiste, documentariste. Vous êtes l'auteur de ce livre « Histoire globale de la France coloniale » aux éditions Philippe Ray. Vous êtes également le co-réalisateur de Décolonisation du sang et des larmes. Face à vous, Lydia Guirousse, bienvenue. Vous êtes éditorialiste, consultante politique. Vous ne faites plus de politique aujourd'hui, mais vous avez tout de même été porte-parole du parti LR et avant cela, secrétaire national de l'UMP. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, Assimilation, en finir avec ce tabou français. Ousmane Ndiaye, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Et face à vous, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Merci infiniment à tous les quatre d'être ici. On ne va pas revenir sur le fond du drame de Tiaroy. On ne réglera pas ici les débats d'experts sur le nombre de soldats tués, sur le fait qu'il y ait eu ou non mutinerie armée. Mais ce qu'on peut se demander à l'issue de ce film, c'est pourquoi il reste tant de zones d'ombre sur un événement connu et documenté qui date de près de 80 ans. Pourquoi, Pascal Banchard? D'abord parce qu'il est connu à travers un seul type de source, les archives militaires. Ce qui veut dire que quand vous avez, en tant que chercheur, mais c'est pareil pour un journaliste, quand il n'y a qu'une seule source, c'est compliqué de pouvoir croiser les informations et pouvoir avoir de la contradiction. Ce qu'il faut quand même rappeler, que dit bien le film, mais peut-être pas assez, on est encore en temps de guerre. C'est pas après la guerre. En décembre 1944, la guerre a encore lieu. L'autorité militaire, ça se passe dans une enceinte militaire. Donc seuls les militaires ont le droit, et par définition, de regard et de contrôle et de dire ce qui s'est passé. Donc il y a une difficulté pour avoir un contre-discours ou d'autres archives. On a les témoignages, quand même, d'anciens tirailleurs, voire de leur famille, qui contestent totalement la thèse officielle. On sait aussi, parce qu'il y a eu un travail remarquable de certains chercheurs, que l'armée elle-même a trafiqué un certain nombre de rapports. Tous ces éléments-là donnent déjà, comme premier élément d'appréhension, que c'est un peu la pagaille pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et puis vous avez l'émotion autour de ça. Tout le monde est traumatisé par l'idée que des soldats puissent tirer sur leurs frères d'armes. En plus en temps de guerre, au moment où d'autres soldats sont en train de se battre en Europe, contre les nazis notamment. Donc l'émotion autour de l'événement, elle est multiple. On a des doutes, on manque d'informations, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mutinerie qui aura été réprimée ou est-ce que c'est un massacre en ayant fait venir ces soldats? Tous ces éléments-là, dans le moment de la guerre. Et puis, vous l'avez dit, vous avez cité un de mes films sur la décolonisation. C'est le premier acte, quelque part, déjà de l'après moment qui rentre dans le temps des décolonisations. C'est-à-dire que Tiaroy est perçu, avec le recul du temps, avant les événements en Algérie, avant le bombardement de Damas, avant Haiphong, avant Madagascar. Donc souvent, Tiaroy est aussi replacé dans une plus grande histoire d'injustice, si vous préférez. Et c'est quand même complexe d'arriver à expliquer que l'armée française puisse tirer sur des hommes qui, pour la plupart d'entre eux, avaient fait 4 ans de prison dans les fronts de Stalag, auprès des Allemands. Et donc, c'est se comporter contre eux, presque d'une certaine manière, comme les Allemands s'étaient comportés avec ces hommes noirs. Est-ce que ça relève de quelque chose d'un peu plus général, peut-être, Lydia Guirousse, sur le fait que nous ayons du mal à nous repentir? Est-ce qu'il y a une repentance difficile, une remise en question difficile, presque un rejet de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'autoflagellation? Je pense que reconnaître un événement tel que celui-là ne relève pas de la repentance. La repentance, c'est demander pardon, c'est être sans arrêt dans une reconnaissance parfois excessive même d'événements. Et là, je ne crois pas que la reconnaissance de ce qui ressemble quand même à un massacre, qu'importe s'il y a débat ou pas sur le nombre de victimes, il y a des victimes et il y a des soldats qui ont tiré contre d'autres soldats qui devraient être reconnus à mon sens comme morts pour la France puisqu'ils se sont engagés aussi dans ce conflit mondial contre les nazis, doit être oui, mais on a du mal, on voit bien que c'est compliqué. On a du mal parce qu'il y a des débats encore d'historiens, parce qu'il y a des mémoires qui s'entrechoquent, parce qu'il y a de l'émotion derrière. Et donc c'est extrêmement difficile, mais je pense que ce travail des scientifiques est absolument nécessaire pour aller vers une vérité historique qui permettra de penser les plaies et de ne pas aller vers une histoire qui nous enlise les uns les autres, mais une histoire qui nous permet de nous projeter et de nous porter vers un avenir en commun. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle est faite aussi
d'enfants, de petits-enfants de ces tirailleurs sénégalais où moi-même, j'avais mon arrière-grand-père qui a été engagé pendant la Première Guerre mondiale. Et voilà, je suis d'origine algérienne. Donc il y a cette histoire qui est commune, qui est très présente en France. Et je crois qu'aujourd'hui, ce travail de mémoire, il est extrêmement important pour rassembler, réconcilier et être dans l'union, République une et indivisible. Ça prend aussi son sens si on fait ce travail de mémoire, qui est un véritable devoir. Et puis il y a cette phrase toute simple qui est dite dans le film, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Ousmane Ndiaye, c'est aussi pour cela? Oui, je pense que c'est parce que les vainqueurs ont écrit l'histoire que Thiaroye fut oublié, fut effacé de l'histoire. Maintenant, il y a la responsabilité du politique qui est engagée quand même. Après la guerre, il y a eu l'indépendance, etc. Il y a eu un travail qui a été fait à la fois par les historiens, les cinéastes, les écrivains du côté africain comme du côté français. Et donc, moi, il me semble que les historiens ont assez fait le travail malgré les contraintes politiques. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'il y a une forme de prise en otage de l'histoire postcoloniale en France par le politique. On regarde l'histoire coloniale toujours. Pas qu'en France. Oui, mais là, on parle d'un cas français, bien sûr. On parle du cas de Thiaroye. C'est pas propre à la France. C'est pas propre à la France, mais je pense que en France, c'est quand même très important et c'est un des verrous. Par exemple, prenons le cas qui nous réunit aujourd'hui, Thiaroye. Il y a eu des tentatives très fortes de poser la question à la France. Bien avant tout ça, quand même, un des cinéastes majeurs de l'Afrique, Ousmane Sembène, a fait un film, Thiaroye, qui a été interdit en France, qui a été jusqu'à quelques années interdit. Heureusement que la Cinémathèque est en train de faire une réhabilitation de Sembène et actuellement il y a une rétrospective où son film Thiaroye est diffusé qui était interdit. Donc du point de vue politique, il y a une forme de verrouillage, de déni et qui se manifeste toujours, même si heureusement d'ailleurs l'espace s'ouvre à force de contestation, à force de remise en cause. Deuxième chose aussi, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut séparer les deux. Il faut séparer le travail de l'histoire, qui n'est ni repentance, qui n'est ni préjugé, qui est juste de l'histoire, donc des faits, des récits placés dans un contexte, et puis le travail de reconnaissance et d'appropriation politique. Tant que nous voulons faire en France, on veut faire les deux en même temps. Or, le temps de l'histoire, Pascal ne me demande pas celui du politique. N'est pas celui du politique. Très loin de là. Nous ne pouvons pas faire les deux. Ni des médias, d'ailleurs. Moi, je suis frappé en France que l'histoire s'écrive à coups de commission. Commission Rwanda, commission Algérie, commission truc. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est aux politiques d'écrire l'histoire. Et il y a un événement très important, moi, qui reste très marqueur, selon moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même, de ce projet de loi à l'époque de Chirac sur les bienfaits de la colonisation. On ne légifère pas sur l'histoire. L'histoire coloniale de la France ne s'écrira pas à l'Assemblée nationale. Et tant que nous ne sortons pas de ce postulat, nous en serons à une forme d'affrontement politique et au fond qui perd l'histoire et la vérité des faits. Donc difficile remise en question, si ce n'est difficile repentance, Jean-Sébastien Ferjou? Probablement qu'il y a une difficile remise en question parce que personne n'aime être confronté à des épisodes troubles ou sombres de son histoire. Mais je pense que ça dépasse d'assez loin ça. La question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi ces zones d'ombre, mais elle peut avoir différentes réponses selon que justement on se situe sur le terrain de l'histoire ou sur celui de la mémoire, qui sont deux choses totalement différentes. L'histoire, c'est une somme de faits. Ouais. Après, il y a l'histoire comme science humaine, de reconstituer, d'éclairer cette somme de faits. Mais ce qui reste quand même, il y a toujours un prisme idéologique, quoi qu'il en soit, même dans une démarche de rigueur, parce que le fait de sélectionner des faits plutôt que d'autres, c'est comme l'actualité. Donc même dans celle des historiens, vous voulez dire que même dans la démarche des historiens, il y a de l'idéologie? Je ne parle pas du fait qu'ils seraient de mauvaise foi ou dans la volonté. Je vous dis, le simple fait de se préoccuper d'un fait plutôt que d'un autre, c'est de la subjectivité. C'est déjà de la subjectivité et c'est déjà une construction qui revêt une dimension politique. Et après, il y a la mémoire. La mémoire, ça c'est autre chose. La mémoire, c'est la sélection de faits à usage contemporain, finalement. Et c'est pour ça que la question que vous vous posez, il y a deux manières d'y répondre. Il y a pourquoi est-ce qu'à l'époque, d'ailleurs peut-être les Sénégalais ne s'en sont pas plus emparés, parce que la décolonisation, finalement, c'est 15 ans après. Thiaroye, ça n'est pas comme maintenant, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, c'est plus difficile. Les témoignages humains étaient certainement plus faciles. Regardez 15 ans, 2023 moins 15, ça veut dire c'est comme si on se pose la question aujourd'hui des émeutes de 2005. Vous faisiez référence tout à l'heure à la loi justement sur les rapatriés qui avait causé beaucoup de débats. Mais précisément, je crois qu'on ne peut pas
répondre à votre question sans se poser la question de qu'est-ce que nous voulons faire de cette mémoire-là aujourd'hui? Par qui est-elle instrumentalisée et à quoi sert-elle dans le débat public? Alors, est-ce que c'est si compliqué, vraiment, de trouver la vérité dans le cas de Tiaroy? Écoutez ce que répond ce militant sénégalais, membre du Rassemblement national démocratique, parti minoritaire au Sénégal. Oui, surtout parti de Cheikh Anta Diop, grand historien, qui a réhabilité un peu les études africaines. Eh bien, pour lui, vous l'avez entendu dans le documentaire, mais on va le réécouter, c'est pas du tout compliqué de trouver la vérité. Écoutez. Par exemple, sur le nombre de victimes, nous, mon parti, qui a un député à l'Assemblée nationale, a écrit au Premier ministre du Sénégal pour demander l'ouverture des fosses communes, l'exhumation des corps. Si on ouvre les fosses communes, le nombre de crânes résiduels que seront identifiés, parce qu'il n'y a qu'un crâne par corps, saura si on est dans l'ordre de la dizaine ou dans l'ordre de la centaine. Et il n'y aura plus de débat. Si on nous donne les archives, mais c'est des listes nominatives. Donc, tous les débats autour de Tiaroy sont en fin de compte des faux débats, puisqu'on a les moyens d'avoir la vérité vraie. Eh bien, moi, je suis téléspectatrice, j'entends cet homme et je me dis, bah oui, il a raison, ça a l'air si simple. Est-ce que c'est si simple? Mais non. Non. Oui et non. Oui et non. Il a raison sur l'aspect. Factuellement, oui. Factuellement, il a raison. Et en plus, le gouvernement français, via la parole de Le Drian, ministre à l'époque, a confirmé par courrier que 3 fosses communes existeraient. La localisation fait encore débat, mais le gouvernement français, à partir des sources et d'informations qu'il avait, le reconnaît. On a donc déjà une première donnée. Et pardonnez-moi, les autorités sénégalaises n'ont pas besoin de l'autorisation de la France pour ouvrir ces fosses communes, Non, elles peuvent le faire. Mais ils ont besoin de savoir où elles sont. Elles ne le savent pas elles-mêmes. Bah non, aujourd'hui, les fosses communes, généralement, dans lesquelles vous enterrez les soldats que vous avez potentiellement massacrés, c'est très très rare qu'on la signalise avec des panneaux de signalisation dans la ville. Donc il y a ce premier élément qui n'a pas induit, après un travail du côté du Sénégal, de recherche, de localisation de ces fosses, pour répondre à cette première problématique. Donc ce n'est pas aussi simple, il a raison théoriquement, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus que 3 fosses communes ou pas? Par définition, s'il y en a 5, s'il y en a 6, s'il y en a 7, vous n'avez pas le nombre de personnes. Donc il a raison sur la démarche. La méthode. Qui peut être une méthode, quand on parle d'un massacre, il y a des morts. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Katyn, ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, ce qui a pu se passer à l'époque des nazis, c'est parce qu'on a pu travailler sur des zones de massacre et des zones de mort, qu'on a des sources tangibles avec du quantitatif d'une certaine manière, on pourra répondre. Maintenant, là, il y a un travail que l'État français n'a pas accompagné, c'est d'aller au-delà, d'identifier qu'il y aurait 3 fosses communes et de pousser ce travail, malgré les promesses de François Hollande à l'époque, à avoir un travail d'enquête poussé sur le territoire pour, 1, les retrouver, 2, savoir s'il y en a d'autres, et 3, aider le gouvernement sénégalais et donner les moyens, même si aussi au Sénégal, c'est un sujet qui est aussi un petit peu tabou, de ne pas forcément vouloir trop remuer. Mais pourquoi, Ousmane Ndiaye? Est-ce qu'effectivement, il y a une co-responsabilité des autorités sénégalaises qui ne voudraient pas se fâcher, peut-être, avec la France? Je pense que juste après l'indépendance, vu la nature du régime au Sénégal, vu la nature de la décolonisation, il y avait une volonté d'une sorte de continuité de l'administration coloniale. Au fond, en 60 à l'indépendance, la plupart des administrateurs restent sous forme de coopérants. En fait, c'est les mêmes gouvernants qui restent, même si nous obtenons l'indépendance. Donc, du point de vue des responsabilités, du point de vue donc, elles n'ont pas aidé au travail de mémoire. Au contraire, je pense qu'ils n'y avaient pas intérêt. Qu'ils n'y avaient pas intérêt. Et que derrière, il y a une forme, et ça, il faut le dire, il y a une responsabilité des deux côtés. Du côté sénégalais, le travail d'histoire n'a pas été fait. L'État s'est désengagé de la question de la mémoire. En fait, le problème aussi, c'est que ce n'est pas une priorité dans un pays comme le Sénégal. C'est-à-dire, c'est des contextes politiques tellement tendus, tellement complexes que le poids du quotidien empêche une sorte de réflexion sur l'histoire. Ça n'est pas une priorité au Sénégal parce que finalement, peut-être que c'est plus un débat français que ça n'est un débat sénégalais. Il y a la réalité historique factuelle. Voilà les questions que vous souleviez. Oui, factuellement, la méthode, comme ça a pu être fait par exemple en Ukraine, comme le père Dubois, notamment sur la Shoah par balle, a fait un travail extraordinaire pour repérer le nom. Mais une fois que, admettons, vous ayez même repéré toutes les fosses, derrière, quand il dit
l'historien qui est interrogé dans le film, ça mettrait fin au débat. Non, puisque le débat, ça n'est pas combien y a-t-il eu de morts. Le débat, c'est la nature de la colonisation. Le débat, c'est la nature de la manière dont l'armée française a traité ou non ses soldats. Peut-on résumer le traitement de l'armée française, enfin des soldats venus des anciennes colonies françaises à Tiaroy? C'est aussi un autre débat politique. C'est pour ça que de toute façon, les faits, le nombre de morts, ça peut être très utile dans une démarche scientifique de connaissance de l'histoire. Ça ne réglera aucun débat de mémoire ni aucun débat politique. Pardonnez-moi, toujours dans cette logique de recherche de vérité, Lydia Guirouz, vous êtes peut-être vous aussi interrogé sur ce panneau de fin où il est écrit en 2014 à la fin du documentaire. 2014, le président François Hollande a remis aux autorités sénégalaises des archives liées aux événements. En 2022, les archives ne sont toujours pas consultables. Eh bien moi, pardonnez-moi, je me demande pourquoi. Pourquoi des archives ne sont-elles toujours pas consultables? Est-ce que vous êtes interrogé, vous aussi? On ne peut que se poser la question. Je pense qu'il doit y avoir des freins, il doit y avoir des lobbies, certainement des militaires qui empêchent l'ouverture de ces archives. C'est toujours des moments très, très sensibles. Et c'est vrai qu'on avance très lentement, mais je pense qu'on avance quand même. Moi, la question que je me pose, c'est... est-ce qu'il n'y a pas aussi, au moment où en Afrique, il y a un discours anti-France qui revient, où cette question de la mémoire, elle est aussi d'une certaine manière instrumentalisée, parce que c'est quand même confortable pour certains régimes de toujours dire c'est à cause de la colonisation, c'est à cause du français colon que nous sommes dans cette situation économique, que les jeunes de nos pays n'ont pas de perspective, si ce n'est celle souvent de migrer et parfois de mourir en Méditerranée. Est-ce que ce n'est pas confortable pour ces régimes aussi de maintenir ces débats, ces questions et d'instrumentaliser de leur côté aussi, d'une certaine manière, cette histoire? Moi, je le vois du côté algérien, il y a quelque chose qui est assez confortable dans l'instrumentalisation de l'histoire coloniale. Ça veut dire que certains se complaisent dans ce discours? Oui, et ça évite de faire, je dirais, plutôt un état des lieux des manquements de leurs propres dirigeants et de leurs propres responsabilités. Parce que la décolonisation a eu lieu il y a quand même beaucoup de décennies. C'est pas parce que la Révolution française a eu lieu il y a 230 ans qu'elle n'est pas importante pour nous. Donc l'histoire nous démontre que même des faits... Elle ne nous a pas empêché d'avancer. Dans ces pays-là, il y a quand même un enlisement économique, culturel et éducationnel. Le débat a changé en 20 ans, 30 ans, 40 ans en Afrique sur la manière de penser le passé colonial. Et aujourd'hui, c'est les nouvelles générations, donc les petits-enfants. Non pas, c'est même des fois les arrière-petits-enfants. Donc ça veut dire que cette histoire, comme pour nous, mais comme pour nous, mais parce que c'est une histoire majeure. Mais pas que ça. Mais pas que ça. Et Pascal Blanchard, sur cette question des archives, et pardonnez-moi, ce panneau de fin qui nous dit que les archives sont toujours pas consultables en 2022. Attendez, il faut remettre, d'abord, c'est pas les archives originales qui ont été remises, mais c'est des copies, premièrement. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ces documents qui ont été remis, vous avez pratiquement, ces matières, elles sont connues pratiquement par tout le monde, ces archives, parce qu'elles ont été ouvertes avant, donc on peut y travailler, et un chercheur africain comme français pouvait déjà travailler dessus. Là, aujourd'hui, ce qui est posé comme question, c'est pourquoi est-ce que le service des archives du Sénégal n'a pas introduit ces archives-là en consultation? Tout simplement qu'on peut les consulter en France et qu'il n'y a aucune obligation de le faire, parce que les vraies archives, celles que nous tous n'avons pas pu consulter militaires, elles sont toujours en France. Pourquoi? Parce que personne ne les a, parce qu'on n'a pas le droit d'y accéder, parce que vous êtes à faire une affaire de justice. Une affaire de justice, c'est plus de 100 ans. Donc en fait, on a remis les archives qui, en fin de compte, ne servent à rien. Donc moi je veux bien, François Hollande était très très bien, je vous rappelle quand même qu'il a fait 2 discours, le premier il a fait 35 morts, le deuxième 70, oui le geste était dans un sentiment symbolique, mais est-ce que ces archives servent à quelque chose? Non. Alors justement, dans ce devoir de mémoire, les responsables politiques ont évidemment un rôle majeur à jouer, les discours, les mots choisis par les présidents de la République sur les événements du passé sont importants et ils disent beaucoup de la thèse officielle d'un État. Dans le cas de Tiaroy, c'est donc François Hollande qui en novembre 2014 reconnaît pour la première fois les faits, du moins en partie, vous allez voir, l'extrait est diffusé dans le film. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Et la France n'est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu, un moment, assombrir son image. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Car c'est ce qui s'est produit. Ce fut la répression sanglante de Tiaroy.
Et là, moi, encore une fois, je suis téléspectatrice lambda, je me dis, mais ça y est, le président français a présenté des excuses. Il a employé des mots très forts, mais non. Dans la suite du documentaire, l'historien nous dit, oui, mais non, il emploie le mot de répression. Donc là, Ousmane Ndiaye, il ne fait pas de l'histoire, il fait de la politique aussi. Il fait même de la communication. Je pense que c'est... De toute façon, sur cette question, ça a toujours été un peu la figure obligée des présidents français. Si on se souvient bien sur la question des tirailleurs, après la sortie de tirailleurs de Bouchareb, Chirac avait fait le même type de discours de contrition et promis de revoir les statuts, ça n'a jamais été fait. Là aussi, on voit que Hollande promet, on se dit qu'il y aura des avancées en termes d'ouverture d'archives, etc. Au fond, il n'y a que du symbolique. On fait du symbolique. Alors, d'abord, ça compte le symbolique, mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Quel risque un président de la République qui arrive 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, quel risque court-il? Un risque politique. Mais lequel? Il y a déjà la question de la réalité, pardon. Mais vous le disiez, je ne suis pas certain que la réalité soit véritablement établie. Il faut distinguer deux choses. Le fait que la France se soit montrée particulièrement inélégante, pour ne pas dire pire, dans son traitement des combattants, justement, en ne leur versant pas les sommes qui leur étaient dues. Et après, il y a les circonstances ayant entouré ce massacre. Et ça, pardon, mais en tout cas, c'est pas en regardant, moi qui je suis pas historien, donc je me garderais bien de me prononcer, mais je vais vous dire, c'est pas en regardant ce documentaire-là que je sais si oui ou non c'était une répression ou si c'était un massacre. La thèse me paraît pas du tout. En revanche, le président de la République choisit des sources, il choisit des historiens, et donc il y a un choix. Des sources, mais bien sûr, mais ça après c'est un discours politique, c'est là où on en revient à la distinction entre l'histoire et la mémoire. Il dit répression à dessein. Il dit pas qu'il y a un doute sur le nombre de morts, il dit pas qu'aujourd'hui il peut y avoir réhabilitation de ces soldats, donc indemnisation pour les familles qui n'ont jamais donc été indemnisées puisque ces soldats étaient considérés comme des rebelles. Donc les descendants... Peut-être l'étaient-ils par ailleurs, c'est ça où il y a une réalité historique. Peut-être, sauf que je vous rappelle qu'il y a eu Auriol qui libère ses prisonniers en 47. Maltraités, c'est deux choses différentes. Non mais c'est pas la même chose d'avoir une répression à un massacre. Pourquoi? Une répression signifierait qu'il y a eu rébellion. S'il y a eu rébellion, nous savons que tout le statut, notamment des héritiers, le statut des pensions de ces personnes, notamment ceux qui ont été mis en prison jusqu'en 47, fait qu'il est... J'ai bien compris, c'est le point que je disais. C'est pas un petit sujet. Je vous dis que là-dessus, je ne suis pas certain que la vérité historique, si tant est qu'on y parvienne un jour, aujourd'hui, quand pour les raisons que vous évoquiez, soit si clair. Alors ça, c'est encore une fois, pardonnez-moi, un autre débat. Non, les militaires français, le film le dit peut-être pas assez, ce sont des militaires français notamment qui ont démontré que les archives militaires, ce qui est quand même assez exceptionnel à dire, uniquement documentaire, ont été trafiquées à l'époque. Donc on voit bien qu'il y a eu une volonté d'effacer ce qui s'est passé. Et c'est là-dessus où on peut trouver que François Hollande est un peu léger dans sa démonstration, c'est qu'il ne pousse pas jusqu'au questionnement, sans donner la réponse. Jusqu'au questionnement. Le regard lucide... Vous le dites vous-même, dans les moments où c'est effacé, le fait que le président de la République, juste d'un mot, Rebecca, s'il choisissait, à l'inverse, de restituer une partie effacée, alors que précisément, elle est effacée et qu'il n'y a pas les éléments historiques, ce serait un étrange choix politique. Moi, je m'interroge, pardonnez-moi, sur le choix des mots et le choix des sources. Quand un président de la République, Lydia Guirous, vous allez peut-être me contredire, mais quand un président de la République fait un discours d'importance, j'imagine, en tout cas pour le Sénégal, il choisit bien ses mots, il choisit aussi ses sources. S'il emploie le mot répression, c'est que ses sources, les historiens sur lesquels il s'appuie, disent qu'il y a eu mutinerie armée, ce qui n'est pas le cas de tous les historiens. Donc il y a un choix politique aussi dans le choix des mots dans un discours. Évidemment qu'il y a un choix politique, parce que derrière ces mots, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il peut y avoir des conséquences. Et donc, est-ce qu'il y a réparation ou pas? Est-ce qu'il y a indemnisation ou pas? Et notamment c'est ça le risque qu'il encourt. Si cela a été tranché par François Hollande, c'est parce que sans doute savait-il que le dossier sur la réparation, les indemnisations n'était pas encore ouvert et donc il ne pouvait pas choisir tel autre mot. Peut-être pas à ce moment-là. Et puis il porte la voix de la France. C'est mettre, en choisissant certains mots, c'est mettre aussi la France dans certaines positions. Donc peut-être ne souhaitait-il pas parce qu'il fait aussi de la politique, il fait également de la communication, il ne souhaitait pas ouvrir un champ en France à son opposition qui pourrait lui dire vous êtes dans la repentance, vous avez... je crois que l'explication est plutôt là, parce que l'impact financier, on ne parle pas du fait que François Hollande ait tranché sur faudrait-il indemniser tous les descendants d'esclaves, parce que là, ça pourrait être un enjeu budgétaire énorme pour la France. Non, mais c'est intéressant d'entendre les conséquences. On comprend mieux pourquoi il choisit tel mot plutôt qu'un autre dans ce que vous dites. Là, quelle que soit la gravité du massacre et effectivement son ampleur, de toute façon, ce serait un coût financier qui serait supportable si tant est qu'on se mette en situation. La question, elle n'est pas celle-là, me semble-t-il, dans la volonté, dans le discours de François Hollande. Elle est plutôt ce que vous soulignez, Lydia Guirous, à l'instant. Elle est plutôt comment est-ce que c'est instrumentalisé dans le débat politique français, aussi bien d'ailleurs que dans le débat entre la France et l'Afrique de manière plus générale. Et bien, elle est aussi d'un débat. On sait que Tiaroy ouvre la question des répressions coloniales.
Ce qui n'est pas rien par rapport même à la question de la responsabilité de la France dans ce qui va se passer dans la décolonisation. Il y a deux manières de penser Tiaroy, au-delà de l'événement en tant que tel. De le penser comme la première pierre du suite de répression, l'Algérie, la Syrie, Madagascar, Haïphong, les guerres d'Indochine, du Cameroun. Donc de le penser dans un processus long qui, là, vous avez raison, pourrait aller bien au-delà de l'affaire de Tiaroy, en démontrant qu'il y a une forme de mécanique de répression qui s'instaure dès la Seconde Guerre mondiale, sous De Gaulle, en termes de mécanisme de politique française. Et de l'autre côté, oui, mais le fait de reconnaître une responsabilité pécuniaire par Tiaroy, c'est pas que Tiaroy. Tiaroy, c'est la manière dont l'armée française a procédé en 44, en 45, en 46, en 40. Il va y avoir un effet cliquet. Mais bien sûr, voilà. D'autres mémoires. Le mot qu'emploie François Hollande, qu'il a employé pendant tout son quinquennat, ça a été un regard lucide. Il l'a dit pour Madagascar, pour l'Algérie, c'est toujours été le mot. Ça voulait rien dire, si ce n'est que ça voulait dire qu'on n'irait pas très loin. Cet échange intervient la semaine où Emmanuel Macron a lui aussi eu un long entretien autour de ce sujet du devoir de mémoire avec l'écrivain algérien Kamel Daoud. Et le chef de l'État nous dit ceci: « Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romprait tous les liens. Le pire serait de conclure, on s'excuse et chacun reprend son chemin. Le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte, dit-il. C'est bien au contraire soutenir que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, de l'impardonnable. » Qu'en pensez-vous, Lydia Guéros? Oui, c'est très bien dit, c'est Emmanuel Macron. Ça va un peu... Moi, je suis toujours surprise par les déclarations d'Emmanuel Macron, parce qu'elles sont toujours très bien formulées, c'est profond. Mais il faut aussi les regarder en comparaison avec ce qu'il a pu dire quelque temps auparavant. Donc, Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la cohérence quand même. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Emmanuel Macron, c'est celui qui ne veut pas... Donc, voilà, dire demander pardon, parce qu'effectivement, ça mettrait la France dans une position là encore, qui serait complexe dans les relations avec l'Algérie. Mais en même temps, c'est celui qui a dit qu'il y avait eu un crime contre l'humanité. Et on sait les polémiques que ça a pu lorsqu'il était en campagne présidentielle, avec une visée électorale, bien sûr. Moi, je suis assez d'accord. Il a un problème de cohérence. C'est-à-dire, il a quand même défriché, au tout début, il s'est emparé de questions mémorielles assez sensible, assez importante, le Rwanda, l'Algérie, où il fait vraiment la question de la restitution, où le travail est fait, le travail, en tout cas, à minima, de reconstruction, etc., et que tout d'un coup, du point de vue politique, il y a une sorte de demi-tour, quoi. On n'en fait rien. La question des restitutions, on a très peu avancé. La question du Rwanda, ça s'est traduit politiquement par peu de décisions. Donc, c'est une chose de dire que oui, je pense sans doute, c'est difficile parce qu'il y a de l'indicible, il y a de l'impardonnable. C'est une chose de le dire. Lui, il n'est pas... Enfin, en fait, il a la posture de l'analyste, parfois, on se dit. Lui, il est président de la République de la France. Il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas de nous dire qu'il y a peut-être de l'indicible et de l'impardonnable. Ni d'observer, ni de le constater. Parce qu'on le sait, le travail historique, on le sait qu'il y a de l'indicible. Mais lui, en tant que chef d'État français, qu'est-ce qu'il en fait ? Comment on le traduit politiquement et dans l'interview. Et on voit qu'ils sont tous frileux, parce que là on parle d'Emmanuel Macron, mais on parlait 2 secondes avant. Parce qu'il y a de la frilosité. Non, mais, oui, mais là ça me paraît pas relever de la frilosité, ça me paraît relever du en même temps, sauf que le en même temps, à mon sens, n'a pas de sens politique véritable. On a déjà eu l'occasion. Non, mais ça en a quand on parle de la personne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant. Il ne sait pas trancher s'il est le président de la République ou s'il est philosophe ou s'il est un grand penseur. D'accord, mais encore une fois, Emmanuel Macron, mais François Hollande, juste avant, avait aussi des contradictions. Mais regardez les mots qu'il emploie quand il dit il y a de l'indicible, il y a de l'impardonnable, ça me semble parfaitement inspiré de Jacques Derrida. Jacques Derrida, quand il parlait de la repentance, en disant de toute façon c'est absurde, lui il parlait plus de la Deuxième Guerre mondiale, en disant c'est inexpiable, donc de toute façon le pardon ne peut pas effacer. Mais ça c'est une réflexion d'intellectuel. Emmanuel Macron, justement, et c'est ce que vous disiez, son rôle c'est de prendre des décisions dans le registre de l'action. Notre pays a quand même un petit problème par rapport à d'autres pays, en Hollande, en Belgique, en Allemagne. Les actes accompagnent les discours politiques. Quand Merkel a dit il s'est passé quelque chose en Namibie, elle met des moyens sur la Namibie, elle rend les produits. Ça s'accompagne d'action. Attendez, il n'aura pas échappé qu'il y a assez peu d'Allemands aujourd'hui d'origine namibienne. Je pense que ça change profondément la donne. Mais il y a beaucoup d'Africains qui vivent aujourd'hui en Allemagne, elles changent les noms de rues en Allemagne, qui étaient des noms de coloniaux, et au final, les Allemands construisent des musées. Je reprends la main, pardonnez-moi, il y a la question du récepteur. Dans ce film, on voit que ces 3 jeunes sont assez en colère, on le ressent. Et on s'est demandé, en effet, effectivement, quel effet ça pouvait avoir sur les générations suivantes, le fait que des autorités ne fassent pas complètement la lumière sur les zones d'ombre de son passé. Avant de vous demander ce que vous en pensez, je voudrais qu'on réécoute un passage, un témoignage très fort dans le documentaire. Écoutez. Je ne dis pas ça pour vous blâmer.
Mais la France n'a pas payé l'Afrique. Et pourtant, nous, les jeunes Africains, on a aimé la France, on a aimé la France. On s'est engagé dans l'armée parce qu'on croyait que l'histoire des races, là, ça n'existait pas dans l'armée. Au contraire, presque la majeure partie des officiers étaient des racistes. Ousmane Ndiaye, c'est une vraie question. Est-ce que faire ce travail de mémoire alimente une certaine haine, une certaine colère, ou au contraire apaise les esprits? Non, moi je pense qu'en le faisant, ça apaise. Maintenant, le problème, c'est comme on a dit ici, il y a des tentatives d'instrumentalisation de l'histoire. Il ne faut pas être naïf. Et ça provoque de la haine ou pas? Et bien sûr, c'est des tentatives d'instrumentalisation pour de la haine. Et je pense que la meilleure réponse aux tentatives d'instrumentalisation de la haine, c'est de traiter les questions, de les traiter de façon objective, de façon... Moi, je pense que c'est ça la vraie question. C'est-à-dire, si on en fait une sorte de... On délaisse l'espace parce que c'est compliqué, parce que politiquement, bien sûr, on est dans un contexte difficile où la France est en difficulté. En les laissant l'espace, de toute façon, les faiseurs de haine, les producteurs de haine s'en emparent. Et je pense que c'est de l'impensé de l'histoire, c'est du tabou de l'histoire enfin, c'est ça qui fait les petites... Et je vais peut-être aller loin, mais cette colère et cette haine dont vous parliez déjà un petit peu tout à l'heure, Lydia Guirous, mais dans l'Afrique de l'Ouest, vis-à-vis de la France et même de l'armée française, elle peut venir aussi de cela? Moi, je pense que ce qu'on appelle injustement, je crois, le sentiment anti-français, parce que c'est plus profond qu'un sentiment, moi je n'utilise pas le mot, vient de tous ces malentendus de l'histoire, tous ces zones d'ombre, toutes ces choses non reconnues, tous ces évitements. Et tant que ces questions-là ne sont pas traitées et réglées, je pense qu'ils nourriront malheureusement cette défiance vis-à-vis de la France qui se nourrit et qui est aggravée par de la manipulation, un contexte géopolitique défavorable. Et je voudrais tous vous entendre là-dessus, mais un par un. Je crois que c'est le cas, mais avec un filtre extrêmement vague. La démographie africaine fait que, précisément, cette connaissance-là de l'histoire, elle est distante, elle est lointaine, elle est diffuse. Et ça n'est pas faire injure à l'Afrique non plus que de dire que les études supérieures, ils sont peut-être moins développées. Elles existent, évidemment. Il y a des universités, mais ça n'est pas forcément la même sensibilité. Donc je crois que c'est surtout par rapport à des enjeux du présent. C'est-à-dire que ça s'intègre dans la perception d'enjeux du présent. Là où il y a, me semble-t-il, une spécificité vraiment française. Et on l'entend dans le documentaire. Vous savez, à un moment, vous diffusez des archives de l'armée française qui parlent de la mère patrie, et des tirailleurs qui venaient défendre la mère patrie. Et ça, c'est une spécificité française. Jamais les Allemands n'ont considéré, vous imaginez, que d'ailleurs ils voulaient même pas avoir de tirailleurs prisonniers sur leur sol. La France a joué sur l'affect et que du coup ça se retourne contre elle. C'est-à-dire que c'était la réalité de la colonisation française, elle a été justement duelle. Il y avait une mission de civilisation. Alors on peut estimer que c'était complètement fou de le penser. D'ailleurs, c'était la gauche qui le portait à l'époque. N'oublions pas Jules Ferry, etc. Cette dimension-là, elle existe. Et après, il y a la dimension du racisme que vous soulignez, qui est dans le documentaire, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre d'officiers étaient racistes, que la manière dont on a traité, dont on n'a pas voulu, dont on ne veut toujours pas d'ailleurs payer les pensions d'un certain nombre de combattants, ces deux dimensions coexistent. Et ça, c'est une spécificité française. Ça bloque nos débats aujourd'hui. Il faut qu'il soit bien fait pour que ça n'ait pas de conséquences. Le devoir de mémoire doit être fait en levant tous les tabous, tous les silences. Comme dans toute famille, quand il y a des silences, quand il y a des tabous, ça pourrit les relations. Et donc, c'est ce qui peut aussi expliquer d'une certaine manière le problème de cohésion qu'on connaît aujourd'hui, et notamment avec une partie de la jeunesse qui est dans le ressentiment vis-à-vis de la France. Là, vous parlez de la France. Hein. Oui, en parce France, que je parlais même d'une colère en Afrique de l'Ouest. Hein. Oui, ça existe en Afrique de l'Ouest, mais je pense qu'on peut aussi parler de ce qui se passe en France chez des descendants de personnes qui viennent de ces pays-là. Et donc, on le voit bien dans ces jeunes. Ce ne sont pas des jeunes qui ont connu ça. Ce sont leurs parents. Évidemment, leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents. Et ça peut être instrumentalisé à des fins politiques par des personnes qui ont pour viser d'aller contre la République, contre la France. Donc il faut absolument faire ce devoir de mémoire. Il faut veiller aux instrumentalisations de toutes parts, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Et surtout ne pas tomber dans la repentance systématique qui ouvre en fait le champ à la concurrence mémorielle, aux revendications de différentes minorités, avec une espèce de compétition qui est malsaine. Et Pascal Blanchard, la colère qu'on entend dans le passage qu'on a réécouté, elle se transmet dans les générations. Et je dirais même qu'elle va beaucoup plus loin, c'est que la troisième génération, par définition, elle veut aussi
rendre justice à leurs grands-parents et à leurs grands-parents. Et quelque Il y part... a un désir de vengeance? C'est pas de la vengeance, c'est ce qu'on appellerait de la justice. C'est une réhabilitation et c'est normal, même parce nous-mêmes. que jusqu'à présent, je rappelle quand même, ces tirailleurs massacrés, du point de vue officiel de la France, sont considérés comme des mutants. Il y a eu un procès, ils ont été condamnés du point de vue de l'honneur et de l'humiliation. Il y a une transmission, il y a une demande de dire nos parents, on considère que c'était des criminels. Non, c'était pas des criminels. Et tant que ce type de travail n'est pas fait, c'est pas étonnant que les héritiers en portent la blessure. Et c'est cette blessure-là qui est un peu le ferment de toutes ces colères, de toutes ces haines. Et comme il y en a plusieurs qui se cumulent, si vous préférez, c'est pour ça que je pense que le travail collectif, bien sûr, vous avez raison, l'instrumentalisation des mémoires peut être toujours dangereux, mais il existe toujours. De toute façon, il y a toujours eu de l'instrumentalisation des mémoires, quels que soient les grands sujets. La colonisation est très particulière, vous l'avez dit dans le cas français, je vous rejoins. Elle est aussi particulière pour la présence d'enfants et de petits-enfants sur le sol de France issus de cette histoire, et pour les enseignants, c'est pas toujours facile. Tout à l'heure, je vous disais, vous n'avez pas compris quand j'ai dit que des musées, c'était important, parce que les enseignants emmènent les gamins au musée, et on va bientôt être... pas suffisant. Vous êtes d'accord, mais comme on n'en a pas en France, je vous rappelle qu'on va être bientôt le dernier pays européen avec l'Italie à ne pas avoir un musée d'histoire coloniale dans ce pays. Je ne crois pas que un musée va résoudre toutes les difficultés et tous les élèves ne se rendent pas dans les musées. Quand vous n'en avez pas, en tout cas, quand vous n'en avez pas, ces gamins, ils vont sur Internet et ils fabriquent leur propre mémoire. Et on s'arrêtera là. Et cette mémoire-là, elle est dangereuse. Merci. Et elle est manipulée. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Un Monde en Doc. À très vite sur Public Sénat.